Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va voir sur le blog de CocoMelon un exemple de débordement de tampons sur un ancien logiciel de serveur mail, SL Mail version 5.5. Donc bonjour à tout le monde qui est passionné par la cybersécurité, qu'il soit hacker blanc, hacker gris, n'importe qui. Alors, il faut préparer l'environnement. Donc ça, regardez la vidéo que j'ai fait pour le laboratoire sur Windows 2000 pour installer SLMail et ainsi que installer et configurer le débugger Immunity avec Mona. Alors, j'ai pensé, c'est l'auteur, qu'il sera utile de fournir une présentation pas à pas d'un débordement de tampons sous Windows 32 bits. Donc nous, on va le faire sous Windows 2000. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous entraîner avant les examens OSCP et ECPTTV version 2 dans un laboratoire à domicile. Donc là, en plus du blog Cocomelon, moi je vous fournis comment créer le laboratoire. Bon, il y aura une machine de l'attaquant. Alors moi, c'est une machine qui n'est pas sur Kali, mais qui est sur Parrot Linux. Vous pouvez le faire aussi sur Kali Linux. Et j'ai mis une machine sur Windows 2000 x86 parce que sur Windows 7, ça fonctionnait pas très bien. À titre d'exemple, j'ai choisi un programme vulnérable SLMail version 5.5. Alors, ça, cette version-là, c'est pas anodin d'avoir choisi ce logiciel-là, c'est parce qu'en fait, il y a énormément de ressources sur ce logiciel et comment exploiter le débordement de tampon ou le buffer overflow. Alors, vous pouvez voir aussi voir un exemple d'attaque par débordement de tampons sur une machine Linux, sur une ancienne vidéo qu'on avait faite. Donc vous voyez sur Cocomelon que son ancien blog sur le buffer overflow ou le débordement de tampons, ou vous pouvez voir aussi sur les vidéos, j'explique comment faire le buffer overflow sur Linux. Nous devons installer quelques applications gratuites sur la machine de notre victime pour commencer. Donc ça, regardez ma vidéo sur comment installer ces logiciels-là et créer un laboratoire sur Windows 2000. Ce sera la vidéo juste avant celle-ci. Alors pour l'exploitation, donc on va suivre les étapes ci-dessous, faire fonctionner notre exploit. C'est un bon cadre à suivre. Donc on va faire les exploitations pas à pas. Cette attaque n'est pas très compliquée. Cependant, toute erreur dans ces étapes vous obligera à sauvegarder et à recommencer. Oui, comme on va changer des bits, etc., des octets, la moindre erreur peut faire échouer l'attaque. Donc le premièrement, on va faire le fuzzing. Donc là, le fuzzing, il faut configurer notre debugger Immunity et on va faire ceci. Donc une fois qu'on est dans le laboratoire à Windows 2000 là pour configurer Immunity, donc ça je l'ai déjà mis sur la vidéo précédente, mais on va recommencer. Donc on clique sur Immunity et ici là on peut mettre la commande. Donc une fois qu'on a tapé Mona config set working, normalement c'est bon. Il a dit qu'il sauve la configuration dans le working folder et la nouvelle valeur est dans cmona.a %p. Alors moi c'est la même chose que celle d'avant parce qu'en fait j'avais déjà configuré dans le laboratoire. Ensuite il faut créer un script, un fuseur en fait pour tester notre logiciel et voir où ça passe le buffer overflow. Alors prenez pas le code source à lui, prenez les miens parce que les siens fonctionnent que sur Python 2. Moi je les ai modifiés pour qu'ils fonctionnent sur Python 3. Et avant de faire le fuzzing, il faut être sûr que le logiciel SMail fonctionne. Donc pour être sûr qu'il fonctionne, il faut aller sur Windows, il faut aller dans Programme, non, SL Product, SLMail, et là sera toujours la même chose, ça sera SLMail configuration. On regarde dans contrôle, et s'il y a le feu vert, ça c'est bon. Alors ici, on a notre fichier fuzzing. Il y aura des choses à modifier sur votre configuration. En fait, ça sera l'adresse IP qui sera ici et c'est l'adresse IP de votre machine. Alors, comment la connaître sur Windows IP? Soit vous regardez dans la configuration réseau, soit vous regardez sur MS-DOS avec ipconfig. Donc, on va le faire là avec ipconfig. On fait ipconfig. Et chez moi, c'est en 192, 168, 1. 38. Donc ça, il faut bien mémoriser et il faut bien le changer sur votre script. Donc ça sera à changer ici. Il faut après l'exécuter, mais avant de l'exécuter, il faut attacher notre processus de SLMail sur notre debugger pour voir où il plante et voir ce qui se passe. Donc pour l'attacher, il faut aller dans Fichier, Attache, et là, normalement, on a SLMail, là, SLMail, et on voit les ports là qui l'écoutent. On fait attache. Donc là, il est attaché au processus. Par contre, là, qu'on voit là, en bas à droite, il est mis sur pause. Donc en fait, il faut l'exécuter. Donc il faut appuyer sur le petit triangle là pour que ça fonctionne. Et là, il y a marqué running, donc c'est bon. On va faire un fuzzing et on va voir au bout de combien de caractères ça va planter le programme où il y aura le débordement de tampon. Donc nous, ça sera Python 3 et pas Python 2.7. Sur la machine de notre victime, on ouvre un terminal où il se trouve notre script Python. Donc je tape Python normal, parce qu'en fait moi j'ai Python 3 par défaut, je vais faire ça.
user et on attend jusqu'à quand que ça s'arrête et que la connexion ne fonctionne plus. On voit qu'au bout de 2600 bits, ça fonctionne plus. Donc ça veut dire que à partir entre 2600 et 2700, c'est dans cette tranche-là qu'il y a un débordement de tampon. Donc là, il nous dit la même chose. L'exécution du script, si tout est correctement configuré, fera planter SLMail, quelque part entre 2600 et 2700 octets. Comment cliquer ci-dessus, nous pouvons le savoir, car Immunity Debugger nous informe que la violation d'accès s'est produite et a mis le programme en pause. Donc là, le programme est en pause et on devra avoir une violation d'accès dans le FFPU ou dans les registres. Alors, regardons si on a ça chez nous. Alors, on avait dit que c'était dans les registres, donc c'est là. Donc on voit déjà qu'on a du AA, quelque chose qui n'est pas normal. Et là, on a une illegal commande et on est en pause. Et en bas, il y a marqué Access Violation quand il a exécuté ceci. Tout simplement parce qu'en fait, si on voit l'adresse EIP, on n'a pas une bonne adresse en fait, tout peut planter. Après, il faut trouver le décalage. Donc, avec une commande là, user meta-exploit là, avec le tool, le pattern create, ça permet de faire un pattern qui est différent. Et à chaque fois, en sachant où ça a coupé, on peut savoir à peu près où se trouve l'exploit. Donc, sur une machine, si vous ne l'avez pas, vous installez Metasploit. Donc, on va en faire une de longueur de 2700, parce qu'on sait que c'est entre 2600 et 2700 où se trouve le débordement. Donc là, ça nous l'a généré. Une fois que c'est généré, il faut créer le script. Donc, prenez le mien là. De toute façon, tous les scripts que je vous donnerai seront sur mon GitHub, qui marche sur Python 3. Alors là, ce qu'on a généré ici, là, il faut le copier dans le buffer. Donc toute cette ligne-là, là, on l'a copié. On l'a copié là, dans le buffer, ici, là. C'était copié là. Après, ça se connecte dessus, sur l'IP, le port 110. Là, on met un faux utilisateur, et c'est dans le mot de passe là qu'on fait le débordement. On met un mot de passe trop grand, et là, ça va faire ceci. Alors, pour recommencer l'injection à chaque fois, ça c'est assez fastidieux, il faudra quitter le debugger, stopper, parce qu'en fait ça plantait, et redémarrer comme ici, on dit oui. Donc là, ça redémarrait. On peut exécuter Immunity, on le rattache sur FLMail et on le lance. Une fois que ceci est fait, on lance notre script, donc Python injection overflow. Donc là, ça va injecter toute cette ligne-là et suivant le pattern qu'on va retrouver, on va savoir où c'est. Normalement, ici, ça a planté, mais on devrait trouver les valeurs qui nous intéressent. Donc après le crash, sa machine attaquante, soit on peut utiliser user meta-exploit et trouver l'offset. Donc, alors soit il faut mettre ceci là avec la longueur, mais par contre il faut connaître l'offset sur le registre ou pointeur. Et, la prochaine instruction c'est plus pointe, donc ça sera sur le registre EIP. Donc on fait ça. Et alors suivant, en fait cette valeur-là risque de changer suivant si vous êtes sur différents Windows ou à chaque fois que vous redémarrez votre ordinateur ou vous exécutez votre logiciel. Donc on peut faire ça et on va récupérer la valeur de notre debugger qui est là, le EIP. On clique une fois dessus, on fait copie, sélection to clipboard et on colle. Et là on voit qu'on a un offset de 2606 où on peut faire l'autre solution directement dans le debugger. Donc il consiste juste de mettre mona find msp et récupère par rapport à la distance de 2700 pour récupérer la bonne valeur. On va faire ça, on met ça là, on colle. Et normalement, il trouve la longueur là. Donc ils disent EIP contient un normal pattern et offset. Vous voyez, offset veut dire décalage de 2606. Donc c'est bon aussi par rapport à l'EIP. Une fois que ceci est fait là, parce qu'en fait on est à l'EIP là, il faudra écraser l'adresse EIP. Donc là il a trouvé juste le début de l'adresse. Donc en fait, il faut faire un octet de bourrage qu'on va répéter 2600 fois et on va mettre plus BB, donc un autre pattern qui sera en hexadécimal. Alors A en hexadécimal c'est 41 et BB en hexadécimal c'est 42. Donc on va voir si on a une adresse de 4 octets, vu qu'on est en 32 bits, avec BB sera écrasé. Alors par contre, il faut récupérer mes scripts et pas les siens, car les miens sont sur Python 3. Il faut recommencer encore, il faut refermer encore le debugger, stopper SLMail, redémarrer. Une fois que c'est redémarré, il faut relancer Immunity. On rattache, donc sur LSLMail. On appuie sur le bouton play. Donc là, le logiciel, il est en fonctionnement. Et là, comme il dit, il faudra trouver l'adresse avec fin d'adresse. Alors, n'oubliez pas de mettre la bonne adresse IP. Donc là, 2606. Et normalement, si on exécute ça, normalement, EIP, on aurait 42, 42, 42, 42. Donc, vérifions si c'est vrai. Donc, Python, find
adresse, on attend et on regarde si ça fonctionnait. Dans register, et là EIP, on a bien 42, 42, 42. Donc on a bien sur la bonne adresse. Donc il dit la même chose que moi. Après avoir exécuté le script, nous pouvons voir que EIP, les 4B, 42, 42, 42, 42, confirment que le décalage était correct. Donc là c'était pour vérifier ce qu'on a fait avant, là, le décalage avec EIP, là, c'était vrai. Là, il faut trouver les mauvais caractères. En fait, il y a pas mal de caractères. Quand c'est pas bon, ça fait planter notre charge utile. En fait, notre charge utile ne fonctionnera pas. Donc, le débordement de tampons dans chaque application est différent et certaines peuvent accepter ou non exécuter notre exploit en fonction des caractères de notre shellcode. Alors, en fait, les caractères là qui font planter les charges utiles, ils sont différents suivant des fois l'architecture du CPU. Donc, par exemple, c'est i86 en 64 bits, 32 bits si c'est par exemple du Intel, ARM, RISC, etc. Ce ne sera pas forcément les mêmes mauvais caractères qui feront échouer notre exploit. Et SLMail n'est pas différent, nous voulons trouver les caractères que nous ne pouvons pas inclure dans notre shellcode. Malheureusement, la meilleure façon de procéder est fastidieuse et nécessitera de redémarrer notre débugger, notre programme malveillant plusieurs fois. Oui, c'est ce que j'arrête pas de faire depuis le début. Donc, pour trouver les mauvais caractères dans l'exécution du debugger Immunity de la victime. Donc ça, en fait, ça permet de générer un fichier, tous les octets qui existent, de 0 à 255, ou de 0 en hexadécimal à FF. Et ce fichier-là, on va le comparer par rapport à l'injection qu'on va mettre. Donc, la première chose qu'on fait, c'est que là, on va si on met B et entre X0, c'est-à-dire qu'on va exclure 0, 0. Donc, c'est pour voir après lesquels il faudra exclure ou pas. Donc, avant de faire ceci, donc on copie ça, mais avant de faire ceci, on ferme notre navigateur, on arrête, oui, on redémarre notre debugger, on attache, hop là, attaché, on exécute ici, et là on va générer notre tableau là en incluant l'octet 00, copier, coller. Et là il faut bien qu'à notre droite là, ils nous disent qu'il a généré dans Mona SLMail le bit array.bin. Après, il faudra lui envoyer le script ici. Alors, prenez pas le sien, prenez le mien, parce que le mien il marche en Python 3, et en plus le sien est buggé, il manque une partie des mauvais caractères à tester. Donc, même si vous mettez Python 2 sur ça, ça fonctionnera pas du tout. Donc, sur batchar 1. Donc là, c'est les caractères qu'on va lui injecter. Donc, tous les caractères de 0,1 à FF. Donc c'est ce que j'ai fait. Et on va lui réinjecter dedans. Et on va voir. On va le comparer avec le tableau de valeur et on va voir celles qui font planter notre shellcode. Et si les octets qui font planter notre shellcode, ça sera ceux qu'il faudra enlever jusqu'à temps que tout fonctionne. Donc exécutons le script en Python, il va nous permettre d'injecter tous les mauvais caractères. On injecte le premier. Là, on voit qu'on a eu un accès de violation. Et là, une fois qu'on a fait ceci, il faut comparer le bit array par rapport à notre pile. Alors la pile là, elle se trouve sur la valeur ESP. Donc là, la valeur ESP ne sera pas forcément la même pour tout le monde, chez moi ou chez vous ou dans le cours. Donc on fait ça. Donc on compare et là on met la valeur. Alors chez moi le SP elle se trouve là et on fait OK. Donc là, quelque chose d'intéressant, c'est dit qu'il y a eu une corruption à partir après le 9e octet. Donc c'est pas le 00 parce que le 00 on l'a exclu, mais c'est au 0A. Donc c'est le prochain caractère à supprimer. Donc il y a autre chose qui est intéressant aussi, c'est que là on voit, on a comparé à notre pile, on voit la mémoire de la pile. Donc on voit par exemple là, les premières comparaisons qui ont été faites. Donc on a comparé par exemple des 0 et on voit que jusqu'à là c'est bon. Et on voit que c'est le plus 1 là, le A là, qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Donc là on a fait exactement ce que j'ai fait. Maintenant il faut faire la même chose, il faut supprimer le mauvais caractère x00, donc ça on l'a déjà supprimé, et x0a, et pour mettre à jour le script, donc il faut le supprimer là-dedans. Donc si on regarde notre code source, on voit le premier, la batchar là, 00 l'a déjà supprimé, mais le x0a n'a pas été supprimé. Et là, j'ai fait le deuxième script, il fait exactement la même chose que ça, sauf qu'on l'a supprimé le 0a, là, qui n'existe pas entre le 0c et le 0d. Donc, alors, ce qui est fastidieux, c'est qu'il faut redémarrer à chaque fois le debugger et le logiciel exploité. On redémarre Immunity. On rattache ce processus du logiciel qu'on veut exploiter, qui est ici SLMail. On le fait fonctionner. Là, il faut régénérer le tableau en omettant le A. Donc, pour omettre le caractère, pour générer le tableau, omettre le caractère. Là, on régénère le tableau en excluant x00 et x0a. Normalement, ça devrait marquer qu'il a écrit 254 bits, donc un bit de moins et dans le même tableau. On va réinjecter le code avec le 0A en moins.
Donc pour faire ceci, il faut faire Python et exécuter le deuxième script. Donc là, on a exécuté le deuxième script et il faut voir. Donc là, on a eu une access violation et il faut comparer maintenant. Donc là, il faut comparer en mettant le bon ESP. Donc là, il dit qu'il y a une autre corruption. Donc maintenant, c'est plus le 0A, mais c'est le 0D. Il faut recommencer une dernière fois, une prochaine procédure comme ça. Alors, il y a quelque chose qui va être intéressant avant de faire ceci, là, que je vais vous montrer. C'est que là, il a dit qu'il a réussi à tester tous les caractères jusqu'à FFF et qu'il n'y a que 0D qui a une autre valeur qui n'est pas bonne. Donc là, ça nous met une puce à l'oreille comme quoi ça doit être la dernière valeur qui est le mauvais caractère. Bon, on va le faire. Donc on ferme le débugger. On a le programme car il a planté et on redémarre. On relance le débugger. On rattache au processus FMail en faisant attache, on l'exécute et là on va régénérer le tableau. Là on va régénérer le tableau en excluant x00, x0a, x0d. Donc là il y a bien 253 bits et sur le script batchar3 là c'est la même chose que celui-ci sauf qu'on a enlevé le d là entre le c et le e, là il n'y a plus rien. Donc on va l'exécuter. Donc on va exécuter celui-là. Donc c'est bon. La charge a été envoyée. Est-ce qu'on a une access violation? Oui. Et là, il nous reste à comparer. Donc là, on compare. On n'oublie pas de mettre à la fin là, le ESP, donc le pointeur de pile. Et là, c'est bon, ça a fonctionné. Il est marqué status, une modified normale. Donc si on regarde dans log data ici, il y a marqué comparaison avec la memory, location 06tech. Il dit que c'est le normal shellcode a été une modifiée. Donc ça veut dire que tous les octets qu'on a injectés ont été pris dans le logiciel. Il n'y a pas de coupure, pas de problème. Donc là, on a mis à jour, on a mis 0. On a eu exactement le même, on a eu la corruption qu'on a fait. On a fait encore ceci. Et à la fin, on a eu une modifiée et comme quoi tout était bon. Maintenant, il faut trouver le point saut. Donc où il faut faire sauter la valeur ESP. En fait, la pile, il faut qu'à un certain moment, on arrive à la faire sauter sur notre charge utile. Donc, pour rediriger le flux d'exécution, lorsque SML plante, nous devons remplacer l'instruction BB, donc par nos propres adresses à nous, que nous contrôlons EIP, par les instructions vers ESP, vers lesquelles nous exécuterons le shellcode. Oui, parce qu'en fait, c'est au début de ESP qu'on a notre shellcode. Et la prochaine valeur qui pointe EIP sur BB, là, on mettra une adresse qui va pointer dessus, là, et ça va exécuter notre shellcode. Donc, trouvons le point de saut à l'aide de la commande monad. Donc, on a deux techniques où on laisse le logiciel chercher le jump ESP comme ça, en excluant les caractères 0, 0A et 0D. Soit on dit à Monafan de trouver le opcode XFE4, qui est exactement la même chose que ça, qui est un jump ESP, à partir d'une des librairies. Alors, je vous ai pas expliqué, mais 0 et 0A et 0D, en fait, c'est le caractère nul, et ça, c'est les caractères retour chariot. Ça, on peut le voir en faisant man fti de Linux. Donc 0, caractère nul, caractère. Et alors, le A, c'est le new line. Et le D, c'est le carriage retourne. C'est ça qui fait planter le shellcode chez nous. Donc, testons les deux. Donc, avant de tester, il est préférable de relancer le débugger. Donc, on va relancer le débugger. Stop. On relance le serveur pop. On relance Unity. On le rattache. Là, on va essayer de lui dire de trouver un jump ESP. Donc, il regarde sur toutes les DL. Donc là, ça ouvre plus de possibilités par rapport à la deuxième solution. Parce que là, on a eu plein de résultats. Là, toutes ces adresses-là, elles peuvent servir, elles peuvent fonctionner. Après, tu as trouvé une certaine qui ne fonctionne pas. Hein. Il y a potentiellement, elles peuvent fonctionner, plutôt, je voulais dire. Là, on peut lui dire, par exemple, faire la même chose, mais on va pointer juste à une librairie. Donc là, on aura forcément moins de possibilités. Donc là, toi, il avait trouvé plus de 80 pointeurs, ben, elle en a trouvé 19. On peut prendre la première. Hein. Par contre, il faut faire gaffe, vu qu'on est en Little NGNS, quand on veut mettre ça dans nos shellcode, il faut toujours mettre à l'envers, hein, 8F, 35, 4A et 5F, hein, par octet en plus. Donc lui, il fait pareil que moi, il dit choisissez le plusieurs à false. Pour ce cas, nous choisisserons celui-là d'en haut. Ah oui, alors parce que false, en fait, si on regarde les false, ça désactive certaines protections. Là, on voit par exemple, il n'y a pas la SLR, la randomisation des mémoires, une base, etc. Donc, c'est tout ce qui est activation des protections de la mémoire. Alors, faut faire gaffe. Sur certaines Windows, c'est protégé, donc ça ne fonctionnera pas ce genre d'attaque. C'est pour ça que des fois, ce genre d'attaque, si vous voulez vous faire de l'entraînement, vous faites sur des Windows assez anciens.
Là, maintenant, il faut générer notre charge utile. Donc, pour vous, alors le port, vous pouvez le garder, ce sera le même. Par contre, là, par B, on met les bits d'exclusion qu'on ne veut pas mettre. On ne peut pas mettre le 0, 0A, 0D. Et ce qui risque de changer chez nous et chez vous, c'est l'adresse IP. Donc, chez moi, l'adresse IP ne sera pas la même, à cette technique-là, donc le simple reverse shell. Sinon, on aura un deuxième où, alors lui, il est un peu mieux. Il fait un reverse shell où on va utiliser le chiffrement. Donc, on va chiffrer notre shellcode. Et la même chose, là, on va mettre on va exclure certains octets qu'on veut pas et on va le forcer pour qu'il fonctionne sur Python. C'est ça. Alors, faut mieux utiliser des choses qui permettent d'évader les logiciels de protection. C'est toujours préférable de chiffrer ou d'obscurcir nos charges utiles. L'adresse IP qu'on va mettre dans le LOS, c'est l'adresse attaquante. Donc, pour avoir l'adresse attaquante de machine, par exemple, si vous êtes sur Kali Linux ou sur Parole, vous faites IPA. Et par exemple, moi, c'est 192.168.155 et il faudra le mettre quand on génère notre MS Banane. Donc 192.168.155, on attend. Donc suivant la puissance de votre machine, ça peut être plus ou moins long. Donc ça c'est exécuté et ça il faudra le copier et le mettre dans votre propre script ici là dans le script là FPOA qui fonctionne. Donc il faudra mettre la charge utile ici et après là il faudra mettre les bits de bourrage à le A des 2600 premiers octets, à mettre l'adresse qui va pointer vers ESP, donc à l'envers vu qu'on est en Little Indian sur le processeur AMD ou Intel 32 bits et on met des NOP threads, là les X90 pour éviter que le shellcode s'écrase lui-même ou qu'on ait des problèmes de décalage et après on rajoute notre charge utile à la fin. Donc il mettait à jour la nouvelle adresse qui doit être écrite à l'envers, oui comme je viens de le dire. Il faut bien mettre aussi à jour le shellcode. Là, nous devons fournir au décodeur un espace de pile avec lequel travailler et ne pas lui permettre de s'écraser, comme je viens d'expliquer avant. Et par conséquent, nous allons ajouter cette instruction une opération X90 au début du shellcode pour indiquer au CPU de passer à autre chose. Ouais. Alors, si des fois ça marche pas du premier coup, on peut avoir du décalage. Surtout là, on n'a pas la SCR activée. Des fois, il faut augmenter le nombre de non-opérations ou diminuer. Donc là, on va l'exécuter. Mais avant d'exécuter ceci, il faut écouter sur le port du reverse shell qui est NC 4445 et après on pourra exploiter. Donc faisons ceci. Donc je vais utiliser Tmux on va séparer en deux. Alors sur le côté droit, on va mettre notre écouteur. NC en listen verbose en numérique et le port 4445. Donc là, il lit sur le bon port et là, on va injecter notre charge utile. Et on va voir si notre reverse shell fonctionne. Il faut bien qu'on soit en surplay pour que ça fonctionne en running. Donc là, on exécute notre charge utile. Et là, on voit de notre côté droite, notre reverse shell fonctionne. On a un shell de Windows. Alors, donc on peut voir sur quel utilisateur on est. On est user. Donc là, on est bien l'utilisateur administrateur. Et là, on nous dit bien qu'on est sur Windows 2000 version de 5, 21, 95. On peut même faire vert, et là, on a la bonne version. Donc là, on a installé et injecté le shell inversé. Donc ça, c'est un excellent exercice. N'hésitez pas à aller sur le site exploitdb et essayer de faire les propres exploitations qui sont demandées à faire et surtout de les comprendre. Alors, les buffers overflow, c'est beaucoup moins à la mode maintenant, mais bon, ça peut servir pour les examens. Donc, pour l'exercice des captures de flag, les étapes et les concepts resteront relativement les mêmes, avec une application différente jusqu'à des techniques plus avancées qui soient requises. Oui, il y a de plus en plus de protection, c'est de plus en plus de compliqué à faire des buffers overflow. Même maintenant, c'est quasiment extrêmement difficile maintenant. Depuis le 1er décembre 2021, le buffer overflow peut être inclus ou non comme vecteur d'attaque à faible privilège lors de l'examen OSCP. Oui, pour les certifications. Donc, ça, on peut demander d'exécuter des buffers overflow. Comme vous pouvez contacter, l'attaque par débordement de tampons dans Windows n'est pas très différente de Linux. Non, c'est pas très différent. Par contre, les protections sont certaines c'est les mêmes, d'autres c'est pas les mêmes. Mais bon, ça se ressemble et sur Windows c'est plutôt des attaques sur des librairies, des choses comme ça. C'est moins les appels système comme sur Linux. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires en retour, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos qui sortent sur mon site.